Bonjour chers téléspectateurs, bon dimanche à tous, bienvenue dans cette émission Vox Hebdo sur Vox TV, Facebook et YouTube. Négociation surprise à Doha au Qatar entre les présidents Kagame et Tshisekedi. Commémoration du 48e anniversaire de la mort de Marien Ngouabi et décaissement de fonds par le FMI après la validation de la 6e revue du programme économique et financier avec le Congo. Sont avec moi sur ce plateau Spline Arambungu, rédacteur en chef à Radio Rurale Congolaise, Albert Mianzoukuta, directeur de publication du journal La Semaine africaine, et Brunel Ndongo, journaliste à DRTV. Bonjour messieurs. Bonjour. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Nous allons prendre donc notre premier élément en vous invitant à suivre ce reportage. Les présidents de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et du Rwanda, Paul Kagame, se sont rencontrés à Doha au Qatar ce mardi sous la médiation de l'émir Tamim Ben Hamed El Thani. Ils ont cherché à désamorcer la crise sécuritaire qui secoue l'est de la RDC où le groupe rebelle M23 soutenu par le Rwanda a conquis de larges territoires dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Lors de cette rencontre d'une durée d'environ 45 minutes, les deux dirigeants ont réaffirmé leur engagement en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Ils ont convenu de poursuivre leurs discussions pour trouver une solution durable au conflit. Ce dialogue intervient dans un contexte de pressions occidentales et de sanctions ciblant le Rwanda, alors que Kinshasa, qui accusait son voisin de soutenir la rébellion, montre désormais une volonté d'entamer des négociations directes avec le M23. Ce face-à-face inattendu pourrait bien représenter un tournant dans la recherche d'une paix durable dans la région. Alors, nous avons vu que Paul Kagame et Tshisekedi se sont rencontrés à Doha au Qatar, alors que les négociations devraient s'ouvrir en Angola. Albert, est-ce que cette rencontre de Doha a surpris, était une surprise? Ah ça oui, pour beaucoup de personnes. Ce fut une surprise réelle, d'autant que jusqu'à 48 heures avant, il était toujours question d'affirmer les égos de part et d'autre. Donc, les égos de M. Tshisekedi qui disait qu'il voulait pas rencontrer les rebelles, alors que là, une rencontre était programmée à laquelle il avait finalement cédé à Luanda. Et puis de l'autre, donc Kagame qui disait oui, le problème n'est pas le problème de l'Est de la RDC n'est pas rwandais, c'est un problème congolo-congolais et je ne vois pas en quoi il serait impliqué. Donc on a vu que les égos se sont tus, que les deux parties les plus fortes, les plus j'allais dire déterminées à faire blocage à tout processus de rapprochement ou de négociation ou de résolution de cette crise ont finalement admis donc d'abord d'aller à Luanda et ensuite se sont retrouvés à Doha, à la surprise générale. Donc je le répète, ce fut une surprise et peut-être justement parce que ce fut une surprise, nous sommes quelques-uns à avoir nourri l'espoir que puisque l'impossible est quand même rendu possible, c'est que finalement le processus de paix est enclenché. Malheureusement, 48 heures après, nous apprenions la chute de la ville de Walikale, presque chute de Walikale, et les combats qui se poursuivaient donc ici et là. Enfin, bon, voilà. Donc, c'est à suivre. Oui, Spline, finalement, à quoi aura servi cette rencontre Kagame, Tshisekedi à Doha, puisque les combats continuent? Oui, les combats continuent, mais il faut dire que c'était une bonne surprise. Parce que Doha, depuis près de 10 ans, un peu plus de 10 ans, Doha est devenu un peu comme le centre du monde en matière de règlement de conflits. Et vous savez que le Tchad aujourd'hui a pu retrouver sa stabilité. C'est Doha. C'est Doha qui en est et il y a encore d'autres pays. Il y a le Proche-Orient et le Moyen-Orient. Beaucoup de choses. En ce qui concerne la bande de Gaza, nous suivons tous ce qui se passe à Doha. Mais Doha dépense non seulement le temps, mais dépense aussi les moyens.
Parce que pour les négociations, il faut des moyens. Il faut loger les délégations. Tout à fait. Et vous voyez, par exemple, l'évolution de la situation en Syrie. C'est encore Doha. Peut-être que c'est pas Doha qui a fait qu'il y ait la paix en Syrie, mais Doha est tenté d'appuyer la paix en Syrie en prenant l'engagement aujourd'hui de payer les fonctionnaires syriens. Mais je voulais plutôt dire ceci, que quand il y a un conflit comme ça, les acteurs, les pays qui ont des intérêts surveillent, et effectivement Doha a des intérêts économiques, non seulement au Rwanda, mais aussi en Angola. Au Rwanda, c'est par rapport à l'aéroport de Kigali, que Doha finance à coût de milliards, et à Kinshasa, c'est un peu la même chose en ce qui concerne les aéroports, les ports de la RDC. Donc, votre question, ce qui compte, c'est que la RDC retrouve sa paix. Parce que même l'Angola, qui est un peu inquiète, a dit, ce qui compte, quelles que soient les négociations qui vont se multiplier, mais ce qui compte, c'est que la paix revienne à la RDC. À la RDC, oui. Brunel, quand on regarde les conclusions, le communiqué signé entre les trois parties, c'était le cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Mais on se rend compte que sur le terrain, le cessez-le-feu a du mal à être appliqué. Est-ce que c'est dire que le Rwanda n'est pas impliqué dans ce conflit? Je pense que la réponse, elle est là. Parce que si le Rwanda était impliqué, si Kagame était celui qui tirait les ficelles, je pense qu'on ne devait plus voir cette situation qui s'est passée à Rwaliki. Donc, pour moi, je crois que le M23, il y a d'autres acteurs. Les véritables acteurs sont des Congolais. Donc, il faudrait que le président Tshisekedi essaie de faire ce que tout le monde appelle le dialogue, appeler au dialogue entre Congolais. Parce que je pense que la réaction du président Kabila a été la même chose. Il demandait le dialogue. Alors que le président Tshisekedi a passé son temps à accuser le Rwanda, ainsi de suite. Mais là, ils se sont rencontrés. Il y a eu un accord qui a été signé pour cesser le feu, mais rien. Donc, je pense que c'est un problème qui doit trouver des solutions au Congo. Oui, mais le M23 avait été invité aussi en Angola, mais finalement, il ne s'est pas rendu en Angola. Donc, c'est pour dire qu'il n'a pas cette volonté-là d'aller à la paix, finalement. Oui, sans doute. Mais il faut quand même souligner que le temps de la diplomatie n'est pas le temps de la montre ordinaire. C'est-à-dire que tous les enjeux cachés, les affirmations des uns et des autres, tant que nous ne les connaissons pas, nous ne pouvons pas dire que si lundi ils disent nous allons mardi à Luanda, qu'ils le feront effectivement. Il y a toujours un petit croc en jambe qui traîne par-ci, par-là, et qui fait que, donc finalement, le M23 est bien impliqué dans ce conflit, et le Rwanda l'est aussi. Quoi qu'on en dise, quoi que Monsieur Kagame dise, plusieurs fois il a dit, moi je ne peux pas négocier dans un conflit qui est congolo-congolais. Oui, on l'a entendu plusieurs fois, mais après il ajoute quand même, interrogez-vous sur l'origine véritable de ce conflit. Or, l'origine véritable de ce conflit nous ramène précisément à la question rwandaise, à la question de l'après-génocide, à l'affolement qui s'est emparé des peuples des trois pays, c'est-à-dire le Rwanda, la République démocratique du Congo dans sa partie est et le Burundi qu'on ne cite pas assez. Et donc l'implication de tous ces acteurs fait que lorsque l'un est prêt ou est désireux d'ouvrir le dialogue, ben les autres ne le sont pas forcément. Oui. Un petit mot quand même. C'est que le M22 23 se comporte encore comme cette fraction-là où le rapport de force est à sa faveur. Mais lorsqu'il va constater que le rapport de force a véritablement changé, c'est à ce moment-là que vous allez voir que un appel comme celui de l'Angola, qui était une aubaine, il devait s'en saisir. Mais ça sera possible que les rapports de force puissent changer
telles que les choses se présentent. Si les rapports de force peuvent changer, parce que la RDC, c'est un demi-continent. Et moi, je ne crois pas qu'un mouvement rebelle, soit-il M23, comme ça, qui recrute à chaque fois, aura les effectifs nécessaires pour occuper les 4 coins de la République démocratique du Congo. Je ne crois pas. Ne serait-ce qu'en effectif, je ne crois pas qu'il pourra arriver même à Kinshasa. Mais moi, je pense que la situation du M23, il suit le même chemin le même schéma, j'allais dire, que Kabila Père. À l'époque, le rébellion du Kabila Père, c'était la même chose. Personne ne s'y attendait. Mais après, ils sont arrivés à Kinshasa. Donc, je pense que ils savent ce qu'ils font. Ils ont un objectif à atteindre. Je pense que si on va pas au dialogue, comme je l'ai dit, ça sera un peu compliqué pour la RDC. Et pour M. Tshisekedi surtout, parce que lui s'est avancé quand même pas mal sur cette question-là, en prenant des positions, en affirmant, en organisant des procès de militaires qui ont fui sur le champ de bataille, en stigmatisant M. Kagame à plusieurs reprises, mais aussi en entraînant dans ce conflit. On ne sait pas très bien jusqu'à quelle mesure cela est possible. L'ancien président, Joseph Kabila. Donc, ça fait que le cercle des impliqués s'agrandit et donc, tous ceux-là devront avoir leur mot à dire pour que nous en venions à la paix. Ok, le cercle, comme a dit Albert, s'agrandit, mais il faut que la situation, les acteurs puissent vraiment s'activer à instaurer la paix en RDC, parce que chaque jour, les vies sont en train d'être arrachées. Donc, il faut que les choses reviennent à la normale. Nous passons à notre deuxième sujet, qui a trait à la commémoration du 48e anniversaire de la mort du président Marien Ngouabi, célébré chaque 18 mars. Je m'engage, en me guidant le principe maximal, à défendre les statuts et la Constitution, à consacrer toutes mes forces au triomphe des idéaux prolétariens du peuple congolais, dans le travail, la démocratie et la paix. Bien connu par plusieurs générations, le président Marien Ngouabi, officier homme d'État congolais, a su bien marquer son passage au Congo. Partout, notre équipe de reportage est passée, que de bons témoignages sur sa simplicité, sa manière de faire et surtout son sens des rassembleurs. Pour ces Ponténégrins abordés, l'illustre disparu était un modèle. Le président Marien Ngouabi a marqué l'histoire de notre pays. C'est lui le fondateur du Parti congolais du travail. Et à l'époque, il y avait aussi des partis politiques, mais qui n'œuvraient pas pour le peuple congolais, qui avaient leur intérêt égoïste. Mais lui, quand il a regardé, il a dit non, il faut créer un parti pour le peuple. Il a pris le pouvoir. Nous avons vu tout ce qu'il a fait pour le peuple congolais. Donc ça a marqué l'histoire de notre pays. Il est le modèle de plusieurs qui ont vécu à son époque. Sa façon de diriger le pays dans la simplicité et avec un esprit d'écoute. Et il était tellement simple à tel point qu'il pouvait se retrouver dans n'importe quel milieu sans se gêner ni avoir peur. Il a été toujours ouvert au dialogue, ouvert à tout ce que la population pouvait lui proposer. Il a consolidé l'unité nationale. Puis enfin, il a laissé la liberté d'expression à tout Congolais qui voulait s'exprimer. Le président Marien Ngouabi a créé l'ouverture du Congo au niveau national et international. Donc le président Marien Ngouabi est un monument qui est resté dans nos têtes et que personne de nos âges ne peut oublier. À travers ses œuvres, il a aussi touché des jeunes générations entières qui ne l'ont pas assez connu. Marien Ngouabi, c'était un président qui fut assassiné en cette date aujourd'hui. La commémoration de cette journée devait interpeller plus d'un historien pour organiser des conférences débats en vue de transmettre l'histoire du pays aux jeunes générations qui ignorent. 48 ans depuis que le président Marien Ngouabi nous a quittés, le 18 mars dernier.
il y a eu encore des manifestations, surtout au niveau du PCT. Spleen, est-ce que c'est important que la mort de Marien Ngouabi soit toujours célébrée chaque année? Mais oui, puisque la mort est comme la vie est comme la mort. Donc c'est tout à fait normal qu'on célèbre au niveau national. La mort. Au niveau national, il faut le faire. Il a été président de la République. Il a incarné une philosophie qui était basée sur la libération économique de notre pays. Il a incarné une lutte pour que ce qu'il appelait lui la paysannerie pauvre accède aux services de santé, d'éducation et tout ce que vous pouvez imaginer. Et si on en parle, et si les gens en parlent, c'est certainement parce que ils ont constaté que le Congo a perdu, alors que ce combat-là existe encore. Les choses sont souvent prises dans un concert de Brazzaville, mais il faut aller à l'intérieur du pays pour constater que le Congo est encore à faire, le Congo est encore à refaire. Donc, le commandant Marien Ngouabi était ce jeune président qui arrive au pouvoir et qui expérimente ce qu'on appelle le marxisme-léninisme comme idéologie de libération. Parce que vous savez que notre économie était encore sous l'emprise du colon. Et à cette époque-là, il a lancé des opérations comme la nationalisation de certaines entreprises et il a lancé plusieurs opérations. Donc, à mon avis, c'est tout à fait normal que le président Marien Ngouabi, qui, en dehors de tout ce que je venais de dire, se battait pour que le Congo soit un, c'est-à-dire un combat pour l'unité nationale. Et c'est un combat aujourd'hui qui pratiquement n'existe plus. Ok, Albert, Marien Ngouabi a incarné certaines valeurs. Est-ce que ces valeurs sont toujours présentes dans la vie de ceux qui assurent sa continuité, qui se disent que nous assurons la continuité de Marien Ngouabi? Moi, je répondrais directement non. Elle ne se perpétue plus de manière visible. Mais Marien Ngouabi a amorcé un mouvement qui restera peut-être pour longtemps dans l'histoire. C'est à travers la politique étrangère. Donc, ce que nous appelions, ce que les marxistes et léninistes appelaient l'internationalisme prolétarien, a fonctionné jusqu'au bout sous Marien Ngouabi. Bon, vous êtes jeune autour de ce plateau, vous ne l'avez peut-être pas connu, mais lorsque nous entendions les combats sanglants qui marquaient la lutte de libération en Namibie, au Mozambique, en Angola, eh ben, ça nous glaçait le sang et nous trouvions, nous étions jeunes collégiens, que c'était normal que le Congo s'engage là, du côté de ceux qui luttaient pour leur liberté. Et donc, Marien Ngouabi a fortement appuyé cela. Le passage, le transit des armes pour la guerre en Angola par Pointe-Noire, ça n'était presque plus un secret. Et donc, nous avons tenu cela. D'ailleurs, certaines des relations que le Congo aujourd'hui applique, maintient sur la scène sous-régionale date de cette période-là de Marien Ngouabi. L'Angola qui, pour nous remercier, a construit le mausolée Marien Ngouabi, a fait la Namibie, a produit l'école de l'Oudima. Et donc tout cela sont des gestes qui, pour les jeunes Congolais que nous étions, nous remplissaient d'orgueil. Aujourd'hui, non. Parce que il est arrivé que le 18 mars passe presque incognito, ou que ça se limite au flonflon des, je sais pas, de se retrouver dans un coin et uniquement pour le PCT.
que l'affaire ne soit plus tout à fait nationale. Donc c'est un peu dommage, mais il y a effectivement des raisons à cela aussi. Brunel, quand on regarde la vie de Marion Ngouabi, surtout son combat politique, nous savons que le PCT qu'il a créé, c'était un parti marxiste-léniniste. Mais aujourd'hui, on a l'impression que le PCT n'est plus sur sa ligne, puisqu'il s'est transformé en parti social-démocrate. Est-ce que ce n'est pas trahir la mémoire de Marion Ngouabi? Bon, moi je pense que dans le contexte qui était à cette époque-là, où il fallait faire une ouverture politique, le PCT devrait trouver en quelque sorte sa place dans comment on peut dire, dans cette sphère politique qui existait après la chute du communisme. Donc, du coup, le PCT a trouvé donc un moyen d'exister. Parce qu'il fallait trouver comment faire pour exister. Je pense qu'en prenant cette idéologie, le PCT a cherché juste un moyen d'exister, et Marion Ngouabi est resté comme le président fondateur, comme cette idole, comme celui-là qui était vraiment quelqu'un, un exemple à suivre. Mais aujourd'hui, dire que on continue toujours à faire comme Marion le souhaitait, ainsi de suite, je pense que le PCT ne fait plus comme Marion. Je pense que le PCT, c'est des individus, chacun dans son coin, il fait ce qu'il veut, et il pense qu'il fait pour le bien du pays, alors que on ne travaille plus pour l'intérêt du pays, on travaille pour l'intérêt personnel. Donc, je pense que dans ce sens-là, le combat de Marion n'est plus suivi. Alors, pourquoi commémorer sa mort? Pourquoi être comme nostalgique? C'est comme un regret, il fallait pas qu'il meure, parce que alors qu'on ne suit rien de ce qu'il a laissé. Oui, non, mais c'est-à-dire que là, il y a deux volets pour la réponse. Premier volet, c'est d'abord que c'est une tradition aussi, même pour ceux qui ne sont pas fondateurs de partis, dans nos familles, j'ose pas parler de patriarche, mais pour ne pas céder à une connotation qui n'est pas la mienne, mais nous avons trouvé dans nos familles des gens qui sont morts il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, et dont on continue de parler dans ce sens-là. Mais il y a aussi l'autre aspect, c'est que le monde change, et finalement, nous sommes aujourd'hui devant un paysage politique éclaté, où il y a donc les partis politiques qui hier prônaient l'idéologie marxiste, combattaient la religion. Bon, dans ces partis-là, maintenant on voit émerger, y compris des pasteurs. Donc voilà, suivez mon regard. Et donc il y a cela. Ça n'est pas tout à fait le plus grave. Moi, je pense que le plus grave, c'est d'abord d'abandonner, parce que après tout, Marion Ngouabi, c'est un personnage national, donc nous devrions éventuellement le célébrer nationalement, si je puis dire. Mais ce que je trouve, moi, dommage, c'est un peu anecdotique, vous m'excuserez, mais lorsque j'entends les rassemblements du Parti congolais du travail, qui s'ouvrent par des hymnes à Mobutu, vous comprenez, c'est-à-dire que vous n'avez pas connu cette période-là, mais en fait, nous étions, nous, de ce côté-ci du fleuve, pro-marxiste, pro-ceci, et de l'autre côté, pro-capitaliste, etc. Mais que vous ouvriez les meetings du PCT aujourd'hui par Ndenge Bokumi, non, pas Ndenge Bokumi, Lokuta Monene, le PCT qui avait les Botseke, qui avait n'a plus de créateurs aujourd'hui et va jusqu'à manger son chapeau sur ce qui constituait la ligne rouge de sa démarcation. Moi, ça, je trouve ça affligeant. Et donc, voilà. Moi, le dernier mot que je voulais dire, que c'est pas toujours la personne qui compte, mais c'est les valeurs. Oui, les valeurs qu'elle est. Justement. Et quand si vous avez suivi la chute du reportage, le reporter invite les historiens à s'accaparer des valeurs que Marion incarnait pour les enseigner aux plus jeunes. Et la valeur, par exemple, de l'unité nationale, ça s'est arrêté quelque part. Et aujourd'hui, l'unité nationale n'est plus là. C'est maintenant quelque chose comme on préfère X
à Y et s'installe quoi? L'incompétence. Vous savez, Brunel, attends, c'est Spline qui parle d'abord. À moi qui Spline dise qu'il a fini. Non, il peut. Oui, je disais que j'étais quand même surpris que cette année, que le gouvernement rende hommage à Marien Ngouabi. Tout simplement parce qu'il y a le Premier ministre cubain qui est arrivé ici à Brazzaville, en République du Congo. Il est allé visiter le mausolée et le Premier ministre est allé avec le Premier ministre cubain. Donc, du coup, c'est le gouvernement qui rend hommage. Donc, je pense qu'à un moment, on doit réfléchir pour créer une journée nationale en mémoire de Marien Ngouabi pour mieux transmettre l'histoire et les valeurs de Marien Ngouabi. Il faut que, en fait, c'est la responsabilité. Normalement, c'est le PCT, c'est le PCT qui devrait continuer à enseigner ses militants, puisque c'est lui qui s'accapare un peu de ce qu'a été Marien Ngouabi. Merci. Nous allons vous inviter à